Quand tu lances Valorant pour enchaîner les games, pour détruire les ennemis en face ou alors te faire bousiller, c'est vraiment uniquement pour jouer. Et quand tu vois tous ces agents se battre, à aucun moment tu te soucies de tout ce qui se cache derrière. Pourquoi les agents ont des pouvoirs, pourquoi des bâtiments sont détruits, et pourquoi il faut planter un spike pour détruire une zone. Et si je vous disais que tout a un sens, tout a une explication, et Riot Games ont mis ça en place depuis le tout début. Et en soi, je pense pas que ça vous étonne vraiment. Parce que Riot Games, avec League of Legends, nous a déjà habitués à des développements de lore incroyables, avec des histoires pour chaque personnage, créant même possible une série. Pour ceux qui ne joueraient pas à Valorant mais qui s'intéressent quand même à l'histoire, voilà en bref en quoi consiste le jeu Valorant. Valorant, c'est un FPS où 2 équipes de 5 s'affrontent. Il y a des agents avec leurs propres compétences. Il faut acheter des armes pour se battre contre l'équipe adverse. Il y a une équipe en attaque et une en défense. L'équipe en attaque doit planter le spike sur un site et l'équipe en défense doit défendre ces sites et désamorcer le spike s'il est planté. C'est pour ça que chaque agent a un rôle à jouer, que ce soit pour prendre des informations, surveiller des zones, entrer sur les sites ou bloquer les ennemis. Au bout de 12 rounds, les équipes changent de rôle. Et le premier qui atteint 13 points a gagné. Voilà, c'est pour comprendre brièvement comment ça se joue et avoir un peu de contexte avant que je raconte l'histoire. Et depuis la sortie du jeu, il y a un réel engouement pour le jeu, avec une scène e-sport implantée. Et pourtant, je suis sûr que 98% des joueurs qui jouent à Valorant ne connaissent pas la vraie histoire du jeu. Alors accrochez-vous bien et préparez-vous à connaître la vraie histoire de Valorant. Tout commence en 2039 lorsqu'un événement cataclysmique s'abat sur la Terre. Un événement appelé First Light qui reste trop flou pour qu'on puisse l'expliquer scientifiquement. Cela entraînait une panne d'électricité mondiale. La planète était complètement éteinte. First Light marque un tournant crucial pour l'humanité. Et quand soudain les systèmes ont de nouveau été réalimentés, mais sans que les humains ne se rendent compte, tout avait changé. Cet événement a été marqué par la découverte d'une nouvelle substance, la radianite. On ne sait pas grand chose sur la radianite. On ne sait pas si ça existait auparavant ou si c'est complètement nouveau. Par contre, cette substance a été extraite des mines. Et si elle a marqué un tournant, c'est parce qu'elle a une particularité bien particulière. C'est une nouvelle source d'énergie considérable. À tel point qu'en l'espace de 10 ans, elle a été tellement utilisée qu'elle permet de produire 3/4 de l'énergie actuelle de la planète. Et en plus de ça, elle a un autre aspect bien plus intéressant. C'est l'apparition des super pouvoirs. Et vous vous en doutez, des humains qui auront des autres aptitudes impressionnantes. Et ces humains qui ont acquis de nouveaux pouvoirs ont un nom bien spécifique. Ils sont appelés les enfants de la First Light, mais plus communément Radiants. Maintenant, pour vous remettre dans le contexte, si la plupart du globe est alimenté par la radianite, c'est grâce à une organisation qui est peut-être la plus influente dans le monde. Elle se nomme Kingdom Corporation et elle a réalisé de nombreux progrès scientifiques, notamment de nouvelles méthodes pour collecter de l'énergie sur la planète. Ces démarches scientifiques sont des énormes succès. On voit écrit un peu partout sur les maps, écrit Kingdom, ou alors leur logo. C'est une organisation connue mondialement. Mais alors que cette radianite n'a que des aspects positifs, il ne faut pas que certains l'utilisent à mauvais escient, car cela pourra avoir un énorme impact sur l'humanité. C'est donc là qu'intervient le protocole Valorant. Le protocole Valorant est tout simplement une organisation secrète pour protéger le monde des dangers liés à la radianite. Le groupe fantôme a été créé par Liam Byrne et Sabine Callas, d'anciens employés de Kingdom Corporation. Peut-être que leur nom de code ne vous dit rien, mais c'est tout simplement Brimstone et Viper. Pour mener à bien cette mission, ils ne peuvent pas le faire tout seuls, c'est pour ça qu'ils vont recruter d'autres agents. C'est là qu'interviennent les super pouvoirs tirés de la radianite. Quoi de mieux pour défendre le monde que des agents avec des super pouvoirs? Les radiants ont des pouvoirs différents. Ils sont tirés de leur génétique qui caractérise leurs pouvoirs. Dans le protocole Valorant, il y a des radiants mais aussi des agents qui n'ont pas de super pouvoirs et qui se servent de leurs capacités ordinaires pour aider les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre radiant et agent. Et pour pouvoir les discerner assez facilement, il suffit d'analyser leurs super pouvoirs différents. Pour voir si vous avez compris, on va faire un petit test. À votre avis, Reyna, radiant ou pas? Eh bah oui, elle a des aptitudes hors du commun, donc c'est bien une radiante. Autre test, Brimstone, radiant ou pas? Non, il utilise son bras robotisé pour envoyer des smokes, pas de super pouvoir, pas radiant. Oui, c'est un peu compliqué, mais comme dirait Tejo, c'est plus facile que comprendre toutes ces histoires de radianite.
Alors que le protocole Valorant continue à recruter des agents, un événement va tout chambouler. Cet incident qui ressemble à une simple mission va tout changer. Phoenix est en mission à Venise. Elle a repéré une mystérieuse radiante avec un paquet qui avait l'air important. Pendant qu'il essaye de la rattraper, il se fait malheureusement vaincre. Le paquet qu'elle avait sur elle contenait un appareil connu sous le nom de Spike, qu'elle parviendra à planter. Lorsque Phoenix revint à lui, il vit les énormes dégâts qu'a causé ce Spike. Et la suspension dans les airs de la ville, un événement qui fera beaucoup parler à travers les médias internationaux. Ils vont tout de suite accuser Kingdom Corporation car ils possèdent la plupart de la radianite. Également, les personnes présentes sur le lieu vont être accusées, donc Phoenix et cette mystérieuse radiante. Pendant que la télévision s'empresse de rapporter la catastrophe, une attaque similaire surgit à Rabat. Mais cette fois-ci, le protocole Valorant va envoyer plusieurs agents pour mieux gérer la situation, Phoenix, Viper et Killjoy. Et ils parviennent à éviter un nouveau désastre, car ils ont reçu un désamorceur fait pour désamorcer le Spike. Franchement, je pensais pas que ça marcherait. Sérieux? Genre tu pourrais nous prévenir plus tôt la prochaine fois? Phoenix arriva à arrêter l'agent qui voulait détruire la ville, mais cette rencontre va tout changer. Main en l'air, allez! Viper, qui fait partie du commandement du protocole et qui a vu ce deuxième Phoenix, ne peut plus cacher la vérité. Les agents du commandement savent quelque chose de la plus haute importance. Pourquoi il y a un deuxième Phoenix? Alors que nous sommes sur cette planète qui s'appelle la Alpha, il y a une autre planète qui s'appelle Omega. Ils sont complètement similaires et sont dans un univers parallèle. Il y a la Terre Alpha et la Terre Omega. Cela complète globalement leur histoire. Quand Phoenix voyait ce qui semblait être un alter ego de lui-même, en fait c'était le Phoenix de la planète Omega. C'est ainsi que nous pouvons introduire le Mirrorverse. Attention, soyez bien attentifs pour cette partie car il risque d'y avoir des confusions. Le Mirrorverse, comme je l'ai expliqué, c'est la présence de la Terre Alpha et Oméga qui sont scientifiquement indiscernables. Donc ils sont exactement les mêmes. Chaque planète possède une entreprise Kingdom. De notre côté de la planète Alpha, c'est Kingdom Corporation et la Terre Omega, c'est Kingdom Industries. C'est aussi la même chose pour les agents. De notre côté, c'est le protocole Valorant et de l'autre côté, c'est la Légion Valorant. Donc chaque agent possède sa version Alpha et Omega. Comme la mystérieuse radiante qu'on avait vue lors d'une mission qui ressemblait étrangement à Jet. Ce n'est pas la Jet du groupe, mais la Jet de la planète Omega. C'est toi qui as tout foiré. T'es sérieuse? Toi t'étais peinard, Jet. T'es au courant qu'ils envoient des équipes. Alors faisons pareil. Pendant que sur la planète Alpha, tout semble se porter pour le mieux pour Kingdom Corporation et la Radianite, pour la planète Omega, il y a eu une crise climatique, engendrant une pénurie de Radianite, qui était fait pour combattre ces crises. Donc la planète Omega a créé un téléporteur conçu pour relier les deux univers. C'est comme ça qu'ils découvrent la planète Alpha. Ils y ont été forcés de s'y rendre pour planter le Spike et on comprend maintenant son utilité. Il sert à collecter de la radianite de l'environnement pour le rapporter sur son univers. Cependant, son utilisation engendre une détonation avec des conséquences énormes, comme on a pu le constater à Venise. C'est ainsi que commençaient les conflits entre la Terre Alpha et la Terre Omega. Forcément, le protocole Valorant doit changer ses méthodes, car envoyer 2 ou 3 agents en mission serait beaucoup trop dangereux, étant donné que les Omégas sont totalement similaires et pourraient les infiltrer. Donc il faudra envoyer les agents en plus grand comité, que ce soit même en équipe de 5. Et on comprend maintenant pourquoi dans le jeu, 2 équipes de 5 s'affrontent, avec parfois des agents en double dans les 2 équipes. Vous allez me dire qu'il n'y a aucune cohérence scénaristique dans les 2 gameplays. Il peut pas y avoir 2 Reyna, 2 Jet ou 2 Raze. Et bah si. En fait, vous incarnez soit un agent Alpha, soit un agent Oméga. Une équipe qui doit planter le Spike et récupérer de la Radianite, et l'autre qui doit tout faire pour l'en empêcher. Le protocole Valorant va continuer son recrutement en recrutant d'autres agents bien talentueux avec d'autres super pouvoirs. Et depuis cette First Light et la découverte de la Radianite, vous l'avez vu, le monde a complètement changé. Et si je vous disais que la Radianite existait depuis bien longtemps dans le monde? Et pour prouver cela, on va s'intéresser à ce personnage, Yoru. Avant son recrutement par le protocole Valorant,
Yoru mène à bien ses recherches sur ses ancêtres samouraïs. En effet, il est japonais et est fasciné par eux. Il veut à tout prix connaître les secrets qu'ils ont laissés. C'est ici sur Icebox qu'il trouve un navire de guerre japonais. Dans ce navire, des marins, mais aussi les ancêtres que Yoru cherchait. Et ces derniers connaissaient la Radianite et ses propriétés. Cela se confirme par la présence d'armures contenant de la Radianite. Quand il s'infiltra dans l'installation secrète d'Icebox, il y trouva des masques de Radianite. Il va le voler, et c'est d'ailleurs ce masque qu'il utilise quand il active le transfert dimensionnel. Cela nous fait comprendre que la Radianite existait bien avant la First Light. Et c'est les Japonais de la période d'Edo qui en étaient les utilisateurs. Après, il sera recruté dans le protocole Valorant en tant qu'agent. D'ailleurs, Yoru, avec son lien avec Icebox et ses ancêtres, se chargera de défendre la zone, car elle sera attaquée par les agents Omega. On y voit Omega Viper, Omega Jet et Omega Cypher. Il sera accompagné de Phoenix et réussiront à reprendre la zone et désamorcer le Spike. Une manière pour Yoru de faire ses preuves au sein du groupe. Je te l'avais bien dit, mec. Laisse faire le patron. Oh, 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 oh. Parmi tous les autres agents qui sont déjà recrutés, en plus de Yoru, il y en a d'autres qui font leur apparition, comme Sky ou Astra. Mais il y a aussi ce mystérieux robot, Kaio, qui a une toute autre intrigue qui lui concerne. Ne pas vous embrouiller, mettez ce que je vous ai raconté de côté. Il faut focalisez-vous sur cette histoire. Kaio, son apparence ne trompe pas, c'est un robot. Ce qui est intriguant ici, c'est qu'il est issu d'une chronologie alternative. Il vient du futur, plus particulièrement de plusieurs siècles dans le futur. Cette chronologie alternative, on voit qu'il y a une guerre et qu'il y affronte Reina, alors que normalement, de notre temporalité, ils sont alliés. Guerre, on l'appelle la guerre radiante. Une guerre qui opposait les radiants et les humains normaux. Reina est devenue la chef des radiantes et Kaio a été construit pour arrêter les radiants. C'est pour ça que ses capacités consistent à arrêter les capacités de ses ennemis. Reina est possiblement à l'origine de cette guerre et ça s'expliquerait pour sa fierté radiante et sa haine contre les humains et leur technologie. Ici on peut voir Kaio en train de porter Brimstone qui était sans doute du côté des humains. Il est sans doute mort pendant cette guerre et Kaio n'a pas réussi à protéger son ami. À cela on apprend divers événements comme que la ville de Paris est tombée, que la ville de Venise est tombée. Combien de temps reste-t-il au monde? Planète en ruine, anéantissement total. C'est une guerre qui semble marquer un tournant crucial pour le monde. On sait que cette guerre a lieu au moins 200 ans après notre chronologie, mais ce que nous ne savons pas si elle a commencé après 200 ans ou dans un futur proche, mais pendant des siècles. C'est pour ça que Kaio est retourné dans le passé parmi les agents. Son objectif principal, c'est de faire en sorte que cette guerre n'éclate pas. Pour ça, il devra modifier les événements du présent pour impacter le futur et éviter à tout prix cette guerre. Ça, c'est pour l'histoire de Kaio. Mais maintenant, on va revenir à notre histoire de base entre la planète Alpha et Omega. Et pour cela, on va s'intéresser à ce lieu, Fracture. Fracture, c'est un centre de recherche sous le nom de Installation d'Everetlin. Ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est la première fois pour la planète Alpha et la planète Omega qui ont coopéré. C'est l'organisation Kingdom de chaque planète qu'ils ont coopéré ensemble. Et évidemment, c'est un projet top secret. Même si la collaboration fait naître des soupçons et de la méfiance des deux côtés, c'est une unique chance de créer des liens. La mission, c'était de construire un collisionneur de radianite, pour le but d'étudier plus en profondeur cette ressource. Cependant, le jour du lancement de ce collisionneur, c'était plutôt sa fin, car il a été détruit par 2 tireurs d'élite. Cela a engendré une explosion qui a anéanti la plupart du personnel scientifique. C'est ce qu'on appelle l'incident d'Everetlin. C'est pour ça que quand on joue au jeu sur Fracture, on peut voir des cartes scientifiques par terre. C'est des cartes de scientifiques qui ont décédé suite à l'explosion. Le principal effet de cette explosion, c'est la scission entre les deux biomes. Division avec l'installation de la Terre Alpha, qui était déjà présente sur cette Terre, et de la Terre Oméga. On peut bien y voir les différences entre les deux biomes, avec un côté plus vert, la végétation et les arbres, et un côté plus orangé et désertique. C'est de cette fracture entre les deux biomes que la map jouable porte son nom. Maintenant, revenons à ces 2 tireurs d'élite, Alpha Chamber et Omega Chamber. Pourquoi se sont-ils alliés pour détruire ce collisionneur? Pourquoi sacrifier tant de scientifiques? Pourquoi détruire un élément de recherche qui permettrait d'aider les deux planètes? La Terre Oméga qui connaît une forte pénurie de radianite. Pourquoi rompre ce lien difficilement tissé entre les deux planètes? Il faut savoir que les 2 chambers communiquaient par des messages codés. 2 simples gribouillis sur des mots de papier qui ne veulent rien dire. C'est un texte à première vue complètement illisible et après décryptage, il voulait enfin dire Schematic obtained tomorrow the usual, ce qui veut dire le schéma est obtenu demain comme d'habitude.
On comprend que l'un des Chambers a obtenu des schémas qui se révèlent être d'un téléportail interdimensionnel, ou plus simplement un moyen de voyager dans les 2 dimensions. La situation est difficile, mais d'après lui, son objectif de détruire le collisionneur serait bien plus important. Malheureusement, et vous allez être déçus, on ne sait pas encore exactement pourquoi les Chambers ont fait ça. L'hypothèse la plus probable serait sur cet écran de sécurité. Lorsqu'on analyse ces chiffres, on comprend qu'ils correspondent à des lettres. Le 2 c'est le B, le 5 c'est le E, etc. etc. Ce qui donne en fait Between Scylla and Charybde. C'est en fait une référence à la mythologie grecque. Ce sont 2 monstres qu'Ulysse a rencontrés pendant son voyage dans l'Odyssée d'Homère. Dans l'histoire, Ulysse traverse un détroit avec son navire. Il a le choix entre Scylla et Charybde. Il choisit alors le chemin de Scylla et perd une poignée de marins, au lieu de tout perdre face à Charybde. Pour faire le lien avec l'incident et Chambers, ces derniers auraient choisi de tuer plusieurs scientifiques que de le laisser fonctionner et qu'il ait des conséquences plus graves. Les Chambers doivent savoir des choses que l'on ne sait pas, et d'après eux, si ce collisionneur fonctionne, ce serait bien pire pour l'univers. Alors la solution, le détruire. Peu après cet événement, Chamber rejoint le protocole Valorant parmi les autres agents. Ce dernier va s'avérer utile parce que pendant que les agents de la Terre Oméga viennent sur la Terre Alpha, les agents de la Terre Alpha n'ont aucun moyen d'aller sur la Terre Oméga pour contre-attaquer. Killjoy essaye tant bien que mal de résoudre ce problème. Cependant, les Chambers ont échangé des schémas, souvenez-vous. Des schémas d'un téléportail interdimensionnel. Alors il est temps de s'échauffer, car nous aussi, on peut contre-attaquer. Sérieux, je pourrais faire ça toute la journée. On a tous eu le même score. Je mets le feu dans n'importe quel jeu, mon vieux. La récré est finie. En piste. Tous les agents du protocole Valorant sont entraînés et le portail interdimensionnel est bientôt prêt. Et il y a un problème de dernière minute. Le protocole Valorant reçoit un message anonyme qui menace de révéler tous les secrets du protocole Valorant au public. Pour une organisation secrète, cela pourrait leur mettre énormément de bâtons dans les roues. Mais qui peut bien être à l'origine d'un tel message? Et pourquoi nuire à l'organisation? La raison est très personnelle. Cette personne anonyme pense que le protocole Valorant est à l'origine de la disparition d'un de ses proches. Après réception de plusieurs emails, Cypher, professionnel en hacking, réussit à tracer la personne. Son emplacement est quelque part en Turquie, et plus précisément dans un entrepôt à Istanbul. John, ici Sova. Confirme que tu as la cible en vue. Ouais, c'est bon. Équipe au sol, dirigez-vous vers le secteur 4. Une équipe d'intervention dirigée par Sova a pour but d'appréhender ce mystérieux inconnu. Ils réussissent finalement à le trouver, ou plutôt à la trouver, une personne qu'on surnomme Fade. Les plus profondes. Face aux miennes, elles sont insignifiantes. Une agente très puissante finira par se faire capturer et interroger. Un interrogatoire qui se conclura par la révélation d'un autre monde à Fade. Elle comprend en fait que son proche a été enlevé par la Légion Valorant, les agents de la Terre rivale, la Terre Oméga. Fade aura donc un nouvel objectif et sera peu après recrutée par le protocole Valorant. Elle se joindra aux autres agents dans le but de vaincre la Légion Valorant de la planète Oméga. Cet événement a freiné la construction du téléportail interdimensionnel. Ça y est, il est enfin terminé et il est temps de partir pour une première mission sur la Terre Oméga. C'est Néon, Killjoy et Reyna. Elles sont chargées de traverser la ville pour obtenir la configuration de la ville et les emplacements des stocks de radianite. Cette mission qui devait être furtive s'avère être un échec car ils sont immédiatement repérés par un groupe de soldats qui vont être rejoints rapidement par Omega Viper. En s'enfuyant de la ville, ils vont tomber sur quelque chose qui les rend complètement différents de leur planète d'origine. Le protocole Valorant et la Légion Valorant ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Mais c'est nous. Non, mais ça, c'est nous. Pendant que le protocole Valorant agit de manière secrète, les agents de la Légion Valorant, eux, sont très célèbres et ils sont vus comme des héros dans leur monde, tout le contraire de la planète Alpha. Vous êtes sûr qu'on est les gentils? Il va falloir en découvrir plus sur les secrets de ce monde. À commencer par une découverte très importante. Cypher a appris que les agents de la Terre Oméga ont obtenu une nouvelle source d'énergie pour récompenser leurs efforts.
une source d'énergie conservée par un gardien surnommé Farum Batra. Alors, comment en savoir plus sur ce Farum Batra? Il suffit de regarder s'il existe aussi un Farum Batra sur la planète Alpha. Et jackpot, c'est le cas. Un certain Farum Batra aurait travaillé pour une entreprise multinationale appelée Ryan, une entreprise qui collecte des reliques perdues lors des marchés noirs. On apprend que ce Farum a été renvoyé du Ryan, car il aurait volé un ancien artefact pour son propre intérêt. Ce dernier devra donc fuir pour échapper aux griffes du Ryan qui veulent récupérer cet ancien artefact. Et le protocole Valorant finira par rentrer en contact avec lui. Il trouve un moyen d'échapper au Realm. Il va se faire recruter en tant que 21e agent. Ce Farum Batra, vous le connaissez bien, c'est Arbor. Un des agents du protocole s'intéresse au mystérieux bracelet que porte Arbor. Cet agent, c'est Astra, car elle possède un gant qui a l'air similaire. En identifiant l'artefact, elle comprend que c'est une relique collectée au gardien Astro. Relique qui sera en fait une clé pour se rendre sur un lieu mythique, lieu construit par ces gardiens Astro, la Cité des Fleurs. Découvre que cette cité n'est pas une simple cité ordinaire. Il s'agit en fait d'un nexus du multivers. Le temps n'est pas vraiment clair, et ça a sans doute une très grande importance. Arbor apprend que la ville a été totalement détruite lors d'une tentative d'exploration de Realm. Logiquement, cette cité des fleurs existe sur la planète Alpha, elle doit aussi bien exister sur la planète Omega. Et peut-être qu'elle ne sera pas détruite là-bas. Alors, une équipe d'agents y a été envoyée, dont Arbor, Astra et Sky. Le but, c'est d'atteindre la Cité des Fleurs pour y installer une balise de téléportation, permettant aux autres agents de les rejoindre pour leur apporter de l'aide. D'ailleurs, pendant ce temps, les autres agents sont contraints de rester à la base. Ils doivent attendre qu'ils finissent leur mission sur la Cité des Fleurs, au cas où ils servent à intervenir. Plus l'équipe s'approche de l'objectif, plus la menace est dangereuse, et ils finiront par se faire attaquer par des soldats. Ils finiront finalement par trouver la Cité des Fleurs, le Nexus, et ils l'ouvriront par leurs artefacts respectifs. Mais la Légion Valorant finira par les retrouver et un combat aura lieu sur la Cité des Fleurs. Astra et Arbor ne parviendront pas à ouvrir le Nexus, mais c'est Omega Astra qui l'ouvrira. Cela crée une grande détonation qui crée une immense ombre menaçant toute la cité. Heureusement, un spike explose, et cela arrêta le Nexus. Pour le moment, nous ne savons pas exactement à quoi sert ce Nexus, même un moyen plus facile pour se téléporter entre les dimensions. Quoi qu'il en soit, au vu de cette explosion et de l'ombre que ça a généré, ça peut être une arme très dangereuse. Et je le rappelle, sur la Terre Alpha, la Cité des Fleurs est détruite, et par conséquent, ils n'ont pas accès à cette arme. Seule la Terre Omega a un Nexus fonctionnel. Cela inquiète fortement les agents de la Terre Alpha, qui font état d'un nombre de morts de plusieurs millions s'ils utiliseraient le Nexus contre eux. Et même si Brimstone leur autorise à prendre congé un petit moment pour se reposer et se ressourcer, il n'a jamais été aussi important de vaincre la Terre Omega. Entre-temps, de nouveaux agents rejoignent le protocole comme Néon, dont j'ai parlé précédemment, qui a assisté Killjoy et Reyna lors de sa mission sur la Terre Omega, mais aussi Gecko, Deadlock et Iso. Iso était un assassin d'une organisation redoutable, et lors d'une de ses missions, il devait tuer un ancien assassin sous le nom de Ghost. Il se révélera être Omen, qui fait partie des premiers agents recrutés par le protocole Valorant. Au fur et à mesure, il découvrira les différences entre son organisation et le protocole Valorant, et finira par rejoindre l'équipe. Gecko, lui, a été recruté parce qu'il était lié à une série d'événements inhabituels. Des radivores auraient été volés à Kingdom Corporation. Les radivores sont les petites créatures qui accompagnent Gecko et qui se battent à ses côtés. D'ailleurs, comme radivores, il n'y a pas que ceux qui accompagnent Gecko. Il y en a plein d'autres, mais j'y reviendrai dessus plus tard. En tout cas, quelqu'un ne les aime pas. Tout va bien? Ouais. Deadlock a été recrutée par le protocole Valorant. Auparavant, elle travaillait dans une organisation qui avait pour mission de capturer un ours radivore et de le transporter aux États-Unis. Malheureusement, elle perdra ses deux coéquipiers tués par l'ours et une partie de son bras gauche. Ton histoire s'achève ici. Alors forcément, quand un radivore a engendré ça dans ta vie, ça presse pas. C'est pour ça que Deadlock n'aime pas Gecko. Et pourquoi je vous parle de ces radivores? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire? Pour comprendre tout ça, laissez-moi d'abord vous parler de l'histoire d'Omen. Comme vous l'avez compris avec l'introduction d'Iso, Omen est un assassin auparavant.
Et une de ses missions était d'assassiner Sabine Callas, plus communément sous le nom de Viper, afin que la découverte de la radianite ne devienne pas publique. Lorsque Men attaque Viper, celle-ci déclenche un mécanisme dans la salle de test, engendrant plusieurs faisceaux d'énergie de radianite. Cela a engendré la destruction d'Omen à travers l'espace-temps et la perte de sa mémoire. Cela lui a donné une forme fantomatique et des pouvoirs. D'ailleurs, Omen essaye d'en savoir plus sur son passé, remémorer les moments importants. En connaissance de cause, une entreprise va s'intéresser à ça. Et cette entreprise, c'est Kingdom Corporation, qui va découvrir qu'il est possible de créer des pouvoirs avec de la radianite. Et ainsi, laissez-moi vous introduire le projet Landfall. Le projet Landfall, c'est un plan orchestré par Kingdom Corporation, l'entreprise qui a le monopole de la radianite dans le monde. On découvre que Kingdom a acheté des bêtes au marché, et vous voyez où je veux en venir. Souhaite mener des expériences sur des créatures pour leur donner des pouvoirs. Ça, grâce à la radianite. C'est ainsi que sont créés les radivores. Et Gecko, en s'infiltrant dans l'installation de Kingdom, a réussi à en voler 4. Kingdom va créer un portail sous le nom de Mo in the Interverse. Un portail qui servira à transporter les radivores où bon leur semble. Vu à quel point ces radivores sont dangereux, on ne peut que s'attendre à des répercussions catastrophiques. Kingdom voudrait probablement s'imposer un peu plus dans le monde, en marquant sa position par la puissance. Du côté de Kingdom Corporation, c'est tout simplement, si vous vous retournez contre nous, faites gaffe, on a des radivores. Forcément, ça ne plaît pas au protocole Valorant, et plus particulièrement à Gecko, qui s'est attaché à ces petites créatures. C'est parti pour se rendre sur l'installation du projet Landfall, pour les arrêter à tout prix. On a donc Brimstone, Sova, Deadlock, Reyna et Gecko qui sont sur le lieu et qui remarquent directement le mot of the Interverse. Vaincre les gardes et capturer les scientifiques pour arrêter le développement du projet. Il faut à tout prix fermer le mot of the Interverse. On essaye tout pour fermer le portail, mais en vain, aucune solution. Et lorsque Deadlock jette une attaque sur le portail, cela crée une onde de choc. Les agents sont totalement affaiblis et perdus. Ils n'ont aucun moyen d'arrêter ce portail. Et apparemment, quelqu'un n'est pas affecté par cette onde de choc. Et c'est Aziz, plus communément Altego. Et peut-être qu'elle est là la solution. Sûrement un autre moyen. T'es sûr? Et si c'est Altego lui-même qui était capable de fermer le portail? En tout cas, Deadlock ne veut rien savoir. Elle les déteste et s'apprête même à l'anéantir. Pour cette fois, il va réussir à la convaincre. Il lui dit qu'il est différent et qu'il peut réussir. Alors, Altego rentre dans le portail et va essayer de le fermer une bonne fois pour toutes. Tu vas y arriver. Je t'aime, mon petit pote. Il va réussir à le fermer et c'est la première fois qu'on aura une poignée de main entre Deadlock et Gecko. Attention, ce projet Landfall de Kingdom Corporation, c'est qu'une distraction. Le protocole a mené à bien ses missions de freiner l'entreprise Kingdom dans son avancée dans le projet Landfall. Il ne faut pas oublier quel est leur véritable ennemi et quel est l'objectif numéro 1. Vaincre la Terre Oméga. À savoir que cette histoire n'est pas vraiment terminée. On va en découvrir plus sur le passé d'Omen, déterminé à redécouvrir son histoire, le plan de Kaio pour éviter la guerre radiante, le plan de Kingdom pour assouplir sa supériorité, bien sûr, toute la rivalité entre la Terre Alpha et la Terre Oméga. Maintenant, vous connaissez toute l'histoire de Valorant, vous pourrez incarner ces personnages en défendant leur cause, parce que je vous ai parlé de la Terre Alpha comme c'était les gentils, mais la planète Oméga a aussi ses propres intérêts à défendre. Maintenant, c'est à votre tour de vous battre comme des héros pour défendre votre planète.